Rebonjour à toutes et tous. Vous êtes sur le Forum des territoires à la Mêlée numérique. On est le 30 septembre et aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, on va traiter de différents sujets liés à l'aménagement numérique du territoire, certes, mais principalement aussi le sujet des tiers-lieux. Vous étiez là, je l'espère, pour cette introduction que nous avons fait tout à l'heure en compagnie de nos partenaires. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Louis Salguero, je suis notamment responsable du pôle inclusion numérique, mais pas que. Je travaille aussi sur le sujet des tiers-lieux et du télétravail à la Mêlée, et je suis chercheur associé au Liste Cieux à l'Université de Toulouse. Je suis très bien entouré ce matin avec des intervenants tous intéressants, tous sur des problématiques et des niveaux d'échelle et d'organisation différents. Je suis notamment en compagnie de Menzo de Winter, donc président du Lab Sud. Je suis en compagnie également d'Anne Subra de Bios, du Conseil régional. Je suis en compagnie aussi d'Anne-Claire Dubreuil du Sicoval, Pierre Souloumiac d'Action Logement et Christophe Blasquez de la Mêlée Adour, du Big Crescendo aussi. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de tables rondes. La première est là aussi pour nous aider à défricher, à déchiffrer, même les enjeux qu'il y a autour des tiers-lieux et des territoires. On le sait, on l'a vu en introduction, il y a une typologie de tiers-lieux assez variée, assez vaste aujourd'hui. La définition même de ce concept permet à chacun aussi d'intégrer un certain nombre de typologies de lieux, de fonctions, de formes. Et on va voir ça tout de suite au cours de cette table ronde. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir si les tiers-lieux constituent ou non une réponse à la fois pertinente et accessible pour dynamiser les territoires, pour répondre à leurs enjeux. Donc c'est la problématique qu'on se pose autour de cette table ronde. Et déjà, je vais peut-être donner la parole aux différentes personnes ici pour qu'elles se présentent et même enchaîner pour elles en quelques minutes, puisque c'est une première question qui va nous permettre de les identifier à leur niveau en termes de tiers-lieux ou bien de dispositifs d'appui aux tiers-lieux. Justement, sur cette question-là, quels sont aujourd'hui finalement les tiers-lieux qu'on a autour de la table. Je vais donner la parole à Menzo de Winter qui va se présenter et nous dire un petit peu quel est son tiers-lieu et quelle est son action ou sa fonctionnalité en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Le tiers-lieu là-dessus, c'est un Fab Lab. Je vais vous faire la genèse très rapidement, j'ai compris que j'ai peu de temps. On va discuter les autres questions plus longuement. Mais c'était un mouvement des hackerspace dans le sens de pas hacker la Canal+, mais personnaliser des objets du quotidien pour des besoins personnels, qui a été repris par le MIT dans les années 2000, avec dans 2 cours, de fabriquer à peu près des machines qui fabriquent à peu près n'importe quoi. C'était 2 cours qui ont eu un gros succès. Et à partir de là, il y a eu un lieu qui a été créé au sein du MIT, qui a été repris. Il y a eu des premières itérations aux États-Unis avec la création de 4 Fab Labs. 3 ont clôturé. Et on est arrivé à aujourd'hui à peu près 1500 à travers le monde. Donc c'est le principe des itérations. C'est ça qui est à retenir dans les Fab Labs. C'est une communauté de connaissances, de la mutualisation d'équipements matériels, mais avant tout, c'est une communauté de connaissances, mutualisation de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Voici. Et donc vous êtes basé à Montpellier, c'est ça et vous avez été créé il y a longtemps, je crois. Oui, effectivement. Je voulais faire plus court du coup. On a été créé l'année prochaine, en septembre, pile poil. Nous aurons 10 ans. Nous souhaitons bien avoir l'occasion de vous inviter tous à cette occasion-là pour présenter les évolutions. On a eu d'abord un groupe de geeks qui ont créé ce lieu, des geeks qui étaient entrepreneurs. Petit à petit, la communauté a grandi jusqu'à 400 membres aujourd'hui, plus une 50aine d'entreprises qui vont de la PME, de l'artisan, de l'artiste, jusqu'au groupe multinational. Avec le soutien des institutionnels qui est venu petit à petit en conséquence. Super, vous pourrez nous raconter un peu cette trajectoire que vous avez eue jusque-là. Je vais passer la parole dans le désordre à un autre tiers-lieu. Christophe Blasquez. Christophe Blasquez au sein de la Mêlée Adour, c'est à Tarbes, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton tiers-lieu pour te présenter et présenter un peu le tiers-lieu que tu portes, que tu contribues à porter ?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, on est de l'autre côté de la région, donc du côté complètement à l'ouest. Et je vais faire un rapide historique, puisque nous, c'est un lieu qui a évolué, qui évolue encore. Donc, moi, je suis responsable du pôle numérique au sein du Business Innovation Center Crescendo, donc basé dans l'ancienne zone de l'Arsenal Giat à Tarbes. Donc, on est un lieu qui a une culture industrielle. Et on a gardé effectivement cet esprit et on l'a aménagé à l'intérieur pour accueillir un certain nombre de communautés. Donc je reviens à l'historique, parce que nous, on existe depuis 2001. Bicrescendo est une association. On a commencé à proposer un espace de coworking en 2013. Et la genèse, en fait, c'est que nous, c'est parti d'un besoin de terrain, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, des startups innovantes. Et en fait, voilà, ça portait vraiment ce nom de tiers-lieu. C'était un intermédiaire pour nos incubés qui étaient beaucoup chez eux. On leur a offert un lieu qui n'était pas très grand à l'époque. C'était quelques mètres carrés pour leur permettre de venir chez nous, de rencontrer l'écosystème entrepreneurial du Bicrescendo. Et petit à petit, donc, c'était donc au départ destiné aux entrepreneurs du territoire. Ce lieu a évolué. Et aujourd'hui, on a à peu près, je vous arrondis, à peu près 400 mètres carrés. C'est un tiers-lieu que j'appellerais hybride. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Menzo. C'est-à-dire qu'on a un Fab Lab qui a ouvert en 2017 avec notamment, je reviendrai aussi sur les partenaires, mais avec l'appui de la région. Donc un Fab Lab à la disposition toujours de notre communauté de start-up. Donc même chose, qui vient y faire du prototypage, etc. en proximité. Et petit à petit, on y reviendra aussi plus tard, on a développé l'accueil de communautés, puisque on a bien sûr le coworking qui s'est agrandi. Donc tiers-lieu hybride, Fab Lab et coworking. Et au sein de ce tiers-lieu, on a... Alors pour revenir à la question de départ, on est parti nous de besoins qui n'étaient pas du territoire, mais on y vient de plus en plus puisqu'on est sollicité par des partenaires, des acteurs du territoire. Super, pareillement, on découvrira un peu cette trajectoire-là avec ce fil rouge qui est notre question. Je vais passer la parole à Pierre Souloumiac d'Action Logement. Là, on est sur un projet, c'est ça, c'est de lieu, quoi, en tout cas de tiers-lieu, de lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, c'est un projet, mais qui est un projet bien avancé, puisque le premier espace devrait voir le jour en 2022, dans le Gers, à Gimont. Et donc, oui, excuse-moi. Donc, du coup, effectivement, Action Logement, alors je vais me redire un peu par rapport à ce qui a été dit à l'introduction, mais Action Logement, c'est un grand groupe immobilier, donc de 18 000 personnes avec 1 million de logements en France. Et notre vocation, c'est le lien emploi-logement. Être bien dans son logement pour être bien dans son emploi. Donc, on est le service logement des entreprises. Donc, du coup, on ne nous attendait pas trop sur ce sujet-là. On a beaucoup mûri sur ces sujets de tiers-lieux avec la mêlée numérique qui nous a servi de Sherpa dans cet univers qu'on connaissait peu. Et puis, avec nos partenaires, la région, Toulouse Métropole, et les différents partenaires que nous avons eus au fur et à mesure. Et donc, l'idée que nous avons, c'est que... Le départ de notre démarche, c'est de dire le télétravail se développe. On s'est intéressé au sujet dès 2017 en voyant les accords de télétravail fleurir dans nos entreprises adhérentes. Et ce télétravail se pratique essentiellement aujourd'hui à domicile. Et on s'est dit, mais si ce télétravail sur 2 ou 3 jours par semaine se développe de manière massive, ça va forcément réinterroger le lien emploi-logement. On ne va pas habiter pareil avec un télétravail massif que ce qu'on faisait avant, en essayant de rapprocher le plus possible le logement du lieu de travail. Parce qu'on va pouvoir peut-être s'éloigner plus. Et puis, le fait de pratiquer à domicile, ça va poser d'autres problèmes, qui sont des problèmes de... Est-ce qu'il faut une pièce supplémentaire dans tous les appartements ou dans toutes les maisons dans lesquelles exercent les télétravailleurs? Et puis, si le couple exerce en télétravail, est-ce qu'il faut 2 pièces? Donc, enfin, tous ces sujets-là nous ont fait dire, mais ça va forcément réinterroger le lien emploi-logement. Donc, du coup, c'est notre responsabilité de s'y intéresser et de voir, d'une part, l'état de l'art en la matière, et d'autre part, d'interroger nos interlocuteurs privilégiés, que sont les entreprises qui nous financent, et les partenaires sociaux qui nous gouvernent, puisqu'on a une gouvernance paritaire de syndicats patronaux et syndicats salariés. Et tout de suite, on a vu que le sujet intéressait
parce que la pratique de télétravail à domicile, bien sûr, c'est ce qui a été fait dans le premier confinement pour la majorité d'entre nous, parce qu'on a été obligé de pratiquer de manière forcée et un peu subite. Mais en revanche, ça a mis en exergue que ce n'était pas forcément la panacée de télétravail à domicile. Donc du coup, on s'est dit, on va interroger nos entreprises pour voir s'il n'y a pas, alors non pas une troisième voie, parce que tout à l'heure, Annie m'a dit qu'il fallait que je dise quatrième, effectivement, elle a raison, peut-être une quatrième voie entre le télétravail à domicile, le travail au siège de l'entreprise, et puis également le travail dans un tiers-lieu. Et cette quatrième voie, ça serait des tiers-lieux qui seraient dédiés aux télétravailleurs, avec les normes voulues par les entreprises et avec évidemment la participation des partenaires sociaux qui considèrent que le télétravail à domicile peut aggraver les inégalités sociales, parce que celui qui est mal logé, il a la double peine s'il fait son télétravail chez lui d'être mal logé et mal au travail parce qu'il n'a pas les bonnes conditions pour travailler. Donc voilà un peu notre propos. Et notre propos est de dire, évidemment après analyse et recueil des besoins des entreprises et des partenaires sociaux, notre propos est de dire on va essayer d'implanter un réseau de tiers-lieux de corpo-working, le corpo-working, le réseau dédié aux télétravailleurs des entreprises, en périphérie de la grande ville, en périphérie de Toulouse, pour éviter beaucoup de trajets de navetteurs qui viennent tous les jours, tous les matins sur le périphérique. Et donc, implanter des tiers-lieux de télétravail à 20-30 km de Toulouse, c'est dynamiser le territoire, parce que chaque fois qu'on en parle avec les collectivités dans lesquelles on veut s'implanter, alors on a un outil d'implantation, de mesure d'impact, parce que pour que ça marche, il faut que ça soit à 15 minutes autour des lieux de résidence. Mais tout de suite, on voit que l'attractivité du lieu, elle est basée sur, là en l'occurrence, le développement économique et le regain d'économie sur les lieux où on s'implante. Merci Pierre, tu pourras nous expliquer un peu aussi justement, développer un peu sur les moyens utilisés pour parvenir à ces lieux tout à l'heure en termes de méthodos et de leviers et voire de freins aussi. Je vais passer la parole à Anne-Claire Dubreuil. Du coup, là, Anne-Claire Dubreuil, que je vais laisser se présenter, mais on va être sur une collectivité notamment, tout comme avec le conseil régional. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet ordre de parole. Anne-Claire Dubreuil, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, ta collectivité et le lien avec les tiers-lieux que vous portez, oui, que vous animez peut-être. Bonjour à tous. Donc Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet transformation numérique au Sicoval. Le Sicoval, c'est une communauté d'agglomération qui est au sud-est de Toulouse. 36 communes, 80 000 habitants et évidemment des gros problèmes de congestion du territoire liés aux navettes entre Toulouse et le Sicoval. La question des tiers-lieux au Sicoval, c'est pas une politique publique aujourd'hui, on ne l'accompagne pas en tant que telle, mais ce qu'on identifie, c'est qu'il y a des projets qui sont en train d'émerger, qui sont même pour certains qui vont ouvrir très prochainement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ces projets, c'est qu'ils portent tous une dimension d'accompagnement des transitions. Et finalement, la volonté du Sicoval, c'est son programme politique est d'accompagner les transitions. Le projet qui vient d'être voté par nos élus pour le mandat présent, c'est ça, c'est accompagner toutes les transitions, qu'elles soient démographiques, numériques, écologiques, énergétiques, etc. Et il se trouve que les tiers-lieux ont pris cette orientation-là sur ce territoire. Donc on parlera tout à l'heure, bien sûr, des moyens d'accompagnement, mais il y a plusieurs projets qui sont en train d'émerger. Et nous-mêmes, on est dans une politique autour de l'inclusion numérique qui est assez offensive, assez forte depuis 3 ans, qu'on a signé une charte avec l'État sur une charte territoire connecté pour un numérique inclusif. Et donc, naturellement, ces lieux, on en parlait tout à l'heure avec Annie, avec un historique, il y a 4 ans, où on disait qu'il faut que les tiers-lieux aient une multidimension en termes de services et vraiment être une place dans le territoire qui inclut aussi tout le monde, donc y compris sur le plan numérique. Et donc, ils ont tous cette dimension inclusion numérique, mais on en parlera peut-être plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils sont nés de volonté de citoyens. Donc, il y a une vraie communauté derrière, parfois d'élus. Et après, on verra tout à l'heure quel rôle on peut jouer en tant que collectivité, que territoire qui est là aussi pour accompagner la cohésion, pour accompagner le vivre ensemble, pour accompagner le mieux-être dans le territoire. On verra quel rôle on peut jouer.
Merci Anne-Claire. Donc des tiers-lieux pour fabriquer entre entrepreneurs, pour travailler, pour incuber des startups, des tiers-lieux pour ou des tiers. Alors qu'est-ce qu'il faut dire pour quatrième voie? Je ne sais pas encore, mais pour limiter les déplacements et les congestions urbaines, des tiers-lieux pour accompagner les transitions sur les territoires. On a quand même beaucoup de tiers-lieux en Occitanie et on comprend que ceux-ci ont à répondre ou devraient répondre à différents enjeux. Juste avant de repasser la parole aux tiers-lieux, je vais passer la parole à Anne Subra de Bios, donc, qui, au Conseil régional, travaille sur ces sujets-là et qui peut-être peut nous dire un mot sur cette typologie. Qu'est-ce qu'on attend comme effet aussi sur les territoires? On est déjà on va entamer la deuxième partie de cette discussion-là en même temps. Donc, Anne, quels sont un peu, quelle est la posture, la position du Conseil régional et en lien avec ces tiers-lieux qui habitent notre territoire? Oui, alors merci. Un territoire avec des problématiques très différentes, donc aussi des réponses très différentes à apporter. Une région, 13 départements, 2 métropoles qui connaissent une très grande attractivité, des phénomènes de saturation, des besoins de desserrement, on l'a dit, des déplacements pendulaires qui saturent, mais aussi une bande littorale avec des contraintes d'aménagement, des territoires ruraux, des massifs, donc des tiers-lieux qui répondent à des problématiques très différentes. Donc il n'y a pas une seule réponse. Et effectivement, on a vu, tu parlais d'un nombre croissant de tiers-lieux, on a vu une demande forte et la question était comment accompagner cette diversité de besoins, accompagner des territoires si différents, donc apporter une réponse la plus souple possible pour accompagner ces tiers-lieux qui répondent réellement à nos priorités. On a vraiment 2 axes forts qui sont le rééquilibrage territorial et le changement de modèle. Donc on a bien vu que ces tiers-lieux répondaient vraiment à ces enjeux. Donc comment les accompagner de manière la plus souple possible et en essayant d'être attentif aux spécificités locales. Donc plusieurs tiers-lieux et un cadre d'accompagnement, c'est ça, plutôt souple. On sait que vous avez aussi un réseau de tiers-lieux avec un label aussi, et notamment aussi des financements pour soutenir concrètement ces tiers-lieux. Des financements qui existent et qu'on rationalise et qu'on essaye de simplifier au maximum. Des financements qui venaient aider l'équipement et le fonctionnement et qui bénéficiaient, une fois financés, d'un accompagnement par l'agence ADOC, d'une mise en réseau, parce qu'on voit aussi, ça c'est aussi très intéressant, que quel que soit le territoire, il y a toujours ce besoin de mutualiser et de se connaître et d'échanger les bonnes pratiques. On y a ajouté l'an dernier une aide qui est assez innovante, je crois qu'on est la seule région à le faire, une aide à l'investissement. Donc on finance les aménagements. Voilà. Donc ça c'est via un appel à projet qui se finira à la fin de l'année. Et, évidemment, l'accompagnement ne s'arrête pas là. On va envisager quelque chose d'encore plus agile pour la période suivante. Bon, très bien. Voilà, le sujet des tiers-lieux est pris en main en région, à la fois par ses porteurs et leurs enjeux bien identifiés, à tel point que du coup ils sont soutenus, animés, pour répondre à ces enjeux territoriaux. Mais au fond, quel est le point de vue finalement des porteurs de tiers-lieux aussi? Ça, c'est la question que j'aimerais poser là, des porteurs de tiers-lieux ou de projets de lieux aussi. Est-ce que ça a toujours été l'ambition, quoi, on a entendu au départ que votre initiative du côté de l'Absud, tout comme de la Mêlée Adour, cette initiative portée par des acteurs entrepreneurs, c'est ça, hein? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette trajectoire? D'abord, passer la parole à Menzo. Et comment vous en êtes venu finalement à répondre aux enjeux, quoi, à partir d'une logique d'entrepreneur? Le principe de la communauté, des Fab Labs et je pense des tiers-lieux, c'est, tu viens de le dire, le mot-clé agile. Ça a été de faire intégrer ces problématiques et méthodologies de geeks et d'entrepreneurs qui sont dans les applications de méthodes agiles d'itération. Donc au lieu d'être avec un cahier des charges très strict
et un industriel qui y répond, raconter une histoire, savoir quel est le produit. On en entend parler maintenant du storytelling sans arrêt dans les discours, les TEDx et compagnie. Mais c'est aussi ce que vous vendent Facebook, tous les grandes GAFAM. Mais c'est aussi notre rôle en tant que société civile de rendre ça accessible à tout le monde, de rendre les acteurs autonomes, que ce soit donc nos membres, tous nos usagers, et de faire le lien avec les communautés au fil du temps pour permettre donc ces itérations. Je vous parlais d'itération tout à l'heure entre la première itération des Fab Labs au MIT en 2000, en 2009 le premier Fab Lab de France, en 2000, j'ai plus l'exact, je crois en 2016 ça a été en même temps la première Fab Région au monde portée par Carole Delga. Ensuite, un réseau en même temps le Red Lab, qui est le Fab Lab le réseau des Fab Labs d'Occitanie, le RFF Lab, donc c'est un réseau de Fab Labs au niveau national, en plus de la Fab Foundation au niveau international. Et c'est ça le principe, c'est du bottom-up. Ça arrivait de la société en Europe au départ, repris par le MIT, repris aujourd'hui par les acteurs de terrain, pour faire une communauté de connaissances qui continue à faire remonter des actions et portée aujourd'hui et soutenue par ad hoc la région avec des événements, Annie en parlait tout à l'heure, une journée porte ouverte accompagnée, non plus uniquement les acteurs entre eux qui pouvaient le faire chacun de leur côté. Là, c'est un soutien de la région pour pouvoir communiquer tous ensemble. Et vraiment, les Fab Labs, c'est faire ensemble. Les tiers-lieux ont d'autres spécificités et justement de pouvoir dynamiser le territoire en apprenant par itération. Et je vais me permettre de monopoliser quelques minutes de plus. Souvent on entend parler dans les Fab Labs, on valorise l'erreur. Techniquement, qu'un enfant, on le voit apprendre à marcher, qui tombe sans arrêt, ou quand on est plus adulte, le ski ou un sport quelconque, quand vous tombez, vous faites mal. Je ne suis pas sûr que ce soit l'expérience que vous trouvez la plus confortable qui soit. Et que immédiatement, vous trouvez ça, on va dire, cool. Et souvent, c'est pourtant le discours que j'ai tenu pendant un certain temps. Dans les Fab Labs, on valorise l'échec. Non. Dans les Fab Labs, vous avez l'échec immédiatement et vous avez une communauté, comme quand vous faites du sport, comme quand vous êtes enfant, qui vous accompagne pour monter en compétences. Et aujourd'hui, la communauté augmente et s'agrandit au-delà des acteurs de terrain, les institutionnels et d'autres acteurs où on a la chance d'être invité par la mêlée, et je tiens à te remercier, de faire ensemble, de répondre et de corriger nos biais, et surtout d'être dans des actions et de communautés très variées. La chance de l'habitude, et je finis. J'allais rebondir justement. Là, tu introduis la notion un peu de solidarité, quelque part, entre les membres d'une communauté. Et lorsque je demandais effectivement comment votre tiers-lieu en est venu à répondre à des enjeux territoriaux, alors qu'à la base, tu l'as dit, c'est une histoire de passionnés, hein, pour faire simple. Finalement, ces liens entre les membres et la solidarité dans cette communauté, j'ai cru comprendre qu'elle s'était étendue à des niveaux jusqu'au niveau national, hein, du coup. Et j'imagine aussi en lien avec les enjeux et les besoins qu'avaient les autres acteurs sur les territoires, forcément. Complètement. Au début, on était très hétérogène. On le reste, mais avec la création de plus en plus de Fab Labs sur le territoire, qui soit au niveau de la métropole, la région, chacun a plus ou moins sa spécificité. Il y a une pluralité de disciplines à l'intérieur des Fab Labs et entre Fab Labs. Et j'ai perdu la question au fil de l'eau. Comment s'est traduit finalement cette solidarité qui a permis de donner de faire des actions auprès d'autres acteurs? Est-ce que vous avez évolué dans les actions que vous portez aujourd'hui pour répondre aux besoins des acteurs présents sur le territoire, tout simplement? Une volonté, il y a un acteur qui le dira très très bien, je crois, à la table de ronde juste après, c'est la volonté de faire ensemble. Et c'est ça qui fait la force dans nos réseaux, c'est la volonté autant de faire de côté geek, de faire des applications, mais surtout de faire ensemble, de documenter, de créer du commun. C'est ça qui tient et qui est autant un accélérateur qu'un frein. Et il faut faire attention, et c'est vraiment ça qui nous a fait faire ensemble. Et c'est les deux non dissociables.
Entendu. Donc, on sent le côté très fort de cette valeur-là, du faire ensemble au sein des Fab Labs. C'est finalement la première des valeurs quand on t'entend. Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, pareil, un collectif d'entrepreneurs qui ouvre un premier espace de coworking, comment vous en êtes venu à répondre aux enjeux du territoire? Est-ce que ça a eu un impact sur vos actions? Est-ce que vous les avez diversifiées? Bon, tu peux me dire très bien aussi, non, on n'a pas envie de répondre aux enjeux du territoire, mais j'ai l'impression que dans le discours, on se connaît un peu aussi, je l'avoue, vous êtes un peu allé dans ce sens aussi, quoi. Tout à fait, Louis. Bon, j'avais terminé ma réponse précédente là-dessus en disant qu'on est parti comme le Lab Sud sur... donc nous, c'est le Big Crescendo. La Méladour est une de nos sous-communautés, en fait. On en a plusieurs. Je ne pourrais pas tout détailler ce matin, ça serait un peu long parce qu'on a un écosystème entrepreneurial très très vaste. Et ce que j'ai oublié de préciser, puis, par rapport aussi au premier tour de table, c'est qu'on est... nous, on est en zone urbaine quand même. On est sur un territoire qui, effectivement, n'est pas sur les deux métropoles évoquées. Mais je vais revenir aussi par rapport à ce qui a été dit. Ça a son importance. C'est que nous, on est sur la zone, effectivement, de l'agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Donc, on est en zone urbaine. On existe, effectivement, comme là-dessus, depuis très longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui encore... je ne vais pas revenir en détail sur la partie Fab Lab, c'est assez proche de ce qui vient d'être évoqué, mais on a eu des sollicitations effectivement en tant que Fab Lab sur cette zone de Tarbes, des sollicitations externes. Et le principe des Fab Labs, alors nous aussi on fait partie du réseau des Fab Labs du MIT par l'équipement qu'on a chez nous, qu'on a pu mettre en place grâce à des financements régions notamment et des financements privés. Donc voilà, des réseaux effectivement qui sont même internationaux. Et après, la logique progressive, c'est sur ces sollicitations extérieures. Je rentrerai plus dans le détail, puis il y a une question sur les partenariats tout à l'heure. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure, effectivement, d'actions avec des partenaires. Donc sur la partie Fab Lab, aujourd'hui, on est ouvert à un public, effectivement, qui n'est pas qu'un public d'entreprise. On accueille des particuliers sur tout ce qui est do-it-yourself. Notre Fab Lab propose un certain nombre d'ateliers, notamment sur l'Arduino aussi, pour faire connaître ces usages et les ouvrir vers le territoire. En ce qui concerne, j'y reviens tout à l'heure, on a un partenariat avec le campus de Tarbes. Donc, le Fab Lab a été ouvert en février 2017 et très tôt, on a, en nouant ce partenariat, accueilli aussi des étudiants. Donc tout ça, ça contribue effectivement à ce qui a été aussi évoqué par la région. C'est que nous, on est aussi sur un tiers-lieu qui a une thématique autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat au départ. Mais le but, c'est de s'ouvrir de plus en plus aux enjeux du territoire, de par les sollicitations qu'on a de plus en plus avec les acteurs du territoire. Sur la partie coworking, c'est la même chose. On était au départ très axé sur les entrepreneurs de notre écosystème, comme je l'ai dit précédemment, mais on se retrouve face à un phénomène qui s'est renforcé avec la Covid, notamment le télétravail. Donc je vais prendre un exemple, on a depuis l'an dernier de plus en plus de sollicitations de personnes qui ont envie effectivement de venir sur des territoires plus ruraux, entre guillemets. Donc ça, c'est peut-être effectivement une bonne nouvelle aussi, parce que ces lieux permettent à des gens qui sont sur des entreprises parfois nationales de se dire, voilà, je vais venir m'installer sur Tarbes ou sur la région de l'agglomération de Tarbes et je vais trouver un lieu où je vais télétravailler en partie à domicile, mais on a quand même tout un tas de télétravailleurs qui cherchent aussi des lieux, comme je disais tout à l'heure, même chose que pour les entrepreneurs, pour sortir de l'isolement, rencontrer d'autres personnes, favoriser des synergies. Donc pour finir, c'est la même chose effectivement que sur, et nous on a aussi le Fab Lab, c'est l'ouverture qui aujourd'hui prédomine. Et comment aussi on est venu sur ces enjeux de territoire. Finalement, c'est en grosse partie grâce à la mêlée, ici présente, qui nous a, on avait un petit peu travaillé sur le sujet, mais amené de plus en plus sur le terrain de l'inclusion numérique. Bon, je reviendrai un petit peu plus tout à l'heure, dans le cadre notamment de RINOC, Réseau et Hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. On est dans les membres fondateurs avec la mêlée. Et ces enjeux de territoire, voilà, au travers de l'inclusion notamment, on y vient de plus en plus et on accueille des actions dans ce tiers-lieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Quel type, non, tu peux dire maintenant, ouais, quel type de public Alors oui, je crois que c'était sur les partenaires, mais on a effectivement monté des ateliers de sensibilisation au numérique
auprès de certains publics. Et là, c'est venu sous l'impulsion de certains partenaires donc, du territoire. On a notamment, avec Enedis 65, mis en place des ateliers de sensibilisation numérique pour des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi de notre territoire. Et les ateliers ont lieu dans le Fab Lab pour aussi leur faire connaître ce lieu d'inclusion numérique. Et on développe aussi des actions à destination d'un public de seniors. Effectivement, donc la progression, on le voit bien, hein, on part d'entrepreneurs qui veulent travailler dans un même espace jusqu'à l'accueil voilà, de demandeurs d'emploi avec des ateliers de découverte et autres. Donc on voit bien que petit à petit, de cette communauté-là, on peut imaginer, en tout cas, si elles reçoivent du soutien, on l'entend, contribuer aux enjeux en diversifiant leurs activités, notamment. Donc c'est une question qu'on peut poser aussi. Finalement, à Action Logement, comment vous comptez aussi répondre à ces enjeux? Quelle a été, de manière peut-être un peu plus précise, voilà, votre démarche pour être sûr de pouvoir avoir cet impact-là, quelque part, de répondre aux enjeux qui sont ceux rattachés à votre dispositif, à savoir les déplacements domicile-travail, leur réduction. Comment vous y êtes pris en quelques minutes pour nous détailler un petit peu et pour être sûr d'avoir cet impact-là à la fin, quoi. Alors, effectivement, c'est un travail. Moi, ce que je retiens, c'est faire ensemble. C'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous est commun. C'est un sujet très coopératif. Ce n'est pas qu'Action Logement qui décide de faire des choses. C'est Action Logement avec sa gouvernance donc paritaire, avec ses entreprises adhérentes, mais aussi avec la région, avec Villagile, avec les territoires. Et donc, c'est un projet qui a été co-conçu. Les enjeux, très rapidement, je les reballais. Premier enjeu, c'est notre ADN. C'est l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés et évidemment soutenu par les partenaires sociaux sur ce sujet-là. Mais une amélioration des qualités de vie au travail qui peut être étendue même à une amélioration de la vie tout court, parce que quand on gagne 1 heure de vie par jour, parce qu'on ne fait pas le déplacement pour aller sur le périphérique, ou 1h30 par jour, eh bien cette 1h30-là, on essaye de voir comment on peut la réinvestir le mieux possible dans la vie citoyenne. Donc qualité de vie au travail. Pour les entreprises, il y a des enjeux qui sont d'accompagnement aux transitions des méthodes de travail. Les entreprises s'adaptent au télétravail, donc ça retentit sur l'organisation du travail et voire sur leur immobilier d'entreprise. On voit bien que dans un certain nombre d'entreprises, entre les RTT, le télétravail, les congés, etc., quand on traverse des espaces de bureaux importants dans les grandes entreprises, il n'est pas rare de voir 30% des bureaux qui sont vides. Donc ça veut dire que il y a une façon nouvelle peut-être d'organiser le travail avec le flex office, avec le remote working, qui sont des enjeux importants pour l'entreprise, y compris dans son attractivité. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Notre gouvernance, entreprise, partenaires sociaux, salariés, les 2 enjeux sont là. Le troisième, il est évident, c'est l'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on travaille avec Villagile, avec la région. On est très interfacés et on communique beaucoup ensemble. On a ensemble participé aux travaux de confection du cahier des charges. Il est évident que ça répond à un certain nombre d'enjeux de desserrement métropolitain et de revitalisation des villes cœur de ville et des villes moyennes. Donc ça, c'est le troisième enjeu. On y veille de manière importante. Et puis, il y a un enjeu environnemental qui est évident, diminuer les trajets des navetteurs, mais aussi on s'attache à ce que le projet soit vertueux dans sa conception, et notamment dans le fait de reprendre plutôt des bâtis existants, des bâtiments emblématiques dans les villes moyennes, pour les reconvertir plutôt que de construire du neuf. Mais ça dépend des lieux et des projets. Donc ça, ce sont les enjeux. Et le point plutôt d'aménagement du territoire, de lien avec le territoire, eh bien, on a identifié dès le début que ces lieux, on ne pouvait pas décider parce qu'on a fait un bilan avec les entreprises du lieu d'implantation de leurs télétravailleurs, de la commune d'implantation de leurs télétravailleurs. Il n'est pas question qu'on dise à une commune, bon, mais écoutez, on va s'installer là, et puis voilà, on l'annonce, et puis c'est comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit intégré complètement au projet des territoires. Et donc, du coup, on a un dialogue très en amont de l'implantation des lieux avec le territoire, et c'est un point sur lequel on a attaché une importance particulière. Et on a répondu notamment au projet de l'ADEME, Coopter, Coopération et Territoire. Et on a été retenu par l'ADEME pour travailler
avec des cabinets d'économie de la fonctionnalité et de la coopération territoriale, d'écosystèmes coopératifs territoriaux, dont certains représentants sont ici aujourd'hui, donc notamment Didier que je vois au premier rang. Et donc ce projet Coopter vise à préparer avec le territoire et à optimiser toutes les synergies possibles entre le lieu et le territoire, pour que le lieu fertilise le territoire, c'est-à-dire qu'il soit parfaitement accepté par le territoire et par les citoyens, mais aussi que les citoyens et le territoire puissent en profiter, en utilisant peut-être des fonctionnalités du lieu hors des horaires de travail, en étant bien interfacé avec le réseau des commerçants, mais aussi avec le réseau associatif. Donc il faut que le lieu profite à la communauté, et également que la communauté et que le territoire profite aux salariés qui vont venir, qui habitent à 15 minutes autour et qui vont venir travailler, donc qui vont passer plus de temps sur le territoire. Et comme ils gagnent 1 heure et demie, l'idée c'est de complètement interfacer le monde associatif, le monde citoyen, le monde économique de la région, enfin du territoire, pour que les interactions entre les deux soient optimales et qu'il y ait un bénéfice supérieur au fait de venir simplement au bureau le matin et de se dire je viens au bureau, je badge aux horaires de travail et je repars. Ben, peut-être que ça va être plus que ça, et donc on va amener un supplément de vie à la fois au territoire et à la fois aux salariés qui vont venir, non pas pour une expérience juste travail, mais une expérience de vie augmentée par cette coopération-là. Et donc on s'attache avec des travaux préliminaires à optimiser tous ces effets. Quelques-uns sont intentionnels, d'autres non prévus et non intentionnels, et on essaie d'organiser tout ça. Comme me le disait Édouard quand on s'est vu pour la première fois, il m'a dit mon métier c'est organiser le hasard. Ben là on est exactement dans ce sujet-là, on organise le hasard de l'implantation d'un tiers-lieu dans un territoire et des interactions positives que ça peut avoir. Entendu, donc un gros travail de préparation avec une diversité d'acteurs assez vaste, hein, entre les collectivités, les entreprises, les organisations syndicales. Comment ça se passe sur un territoire comme le Sicoval quand on a, tu le disais Anne-Claire, un certain nombre de tiers-lieux, une typologie assez variée. Comment on s'y prend pour relever ce défi de la transition en quelques minutes? Je sais, c'est pas évident, mais en termes de méthodos, si on pouvait imaginer du point de vue, si on pouvait entendre du point de vue d'une collectivité locale sa méthodologie, puisqu'on vient de l'entendre avec un groupe comme Action Logement, comment ça se passe du côté Alors, en tant qu'agglo, on a déjà un rôle naturel de fédérateur sur plein de sujets. On ne fait pas, mais par contre on accompagne. Il y a bien sûr un programme politique qui fait que ça donne le sens aussi de cet accompagnement. Et aujourd'hui, en effet, je disais tout à l'heure, on est plutôt autour des transitions. Je pense à un tiers-lieu, par exemple, qui est Fabrique de Territoire aussi. Hein, je regarde Marc. Le Centième Singe, par exemple, qui est un tiers-lieu qui existe depuis maintenant au moins 5 ou 6 ans, qui trouve diverses implantations sur le territoire, qui vise surtout le public agricole. Ce qui nous a paru important aussi, vu l'histoire du Centième Singe en l'occurrence, qui était Amandine Largeau, sa fondatrice, avait un parcours dans l'inclusion numérique en Afrique. Donc très rapidement, moi j'ai échangé avec elle et je lui ai dit écoute, ce serait bien que ton tiers-lieu puisse intégrer cette dimension-là. Et aujourd'hui, elle a un conseiller numérique. Donc en fait, on voit aussi qu'on a un rôle d'impulsion, d'accompagnement. Je pense aussi à toutes ces thématiques qui naissent autour de la sobriété numérique, par exemple. Et là, on est sur l'accompagnement des transitions de la sobriété dans le numérique. Et ce qu'on imagine aujourd'hui, ça c'est à construire, c'est peut-être avoir un lieu ressource qui puisse après mailler le territoire, où les contenus puissent mailler le territoire, et donc que chaque tiers-lieu puisse s'emparer d'un certain nombre de contenus qui puissent être déployés à son échelle avec des ressources particulières, des thématiques particulières, des conférences qui viendront irriguer cette thématique des transitions. Donc on a ces différents lieux qui ont été appuyés parfois par le conseil régional, parfois par le département, et également nous, on s'est positionné dans un appel à projet du département en tant que jouer la complémentarité des tiers-lieux avec un petit dispositif itinérant très modeste, hein, puisque c'est un Kangoo électrique
on reste, on reste dans la transition, avec une conseillère numérique à son bord. Et sa mission, ce sera d'aller auprès de tous ces tiers-lieux. Alors, c'est les tiers-lieux, puis c'est aussi des centres sociaux, des MJC, des CCAS, etc. Et jouer cette complémentarité de territoire, aller au plus fin et dans la dentelle par rapport aux besoins qui seront remontés du terrain par les élus, par les habitants, et apporter cette ressource en matériel. Il y aura également un Fab Lab itinérant. Alors là, c'est plutôt combustible numérique. Un de nos acteurs qui est sur Toulouse, mais qui aujourd'hui a une partie de son activité sur le Sicoval, qui va aussi apporter cette fabrication numérique, parce que l'inclusion, ça n'est pas, et Dieu merci, que l'accompagnement aux démarches administratives, mais c'est aussi toute la découverte d'un potentiel lié à Internet, lié au numérique, qu'on veut faire découvrir aux habitants. Donc en allant au plus près avec ces dispositifs de Fab Lab itinérants. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mailler le territoire, accompagner, être à l'écoute des besoins. Et aujourd'hui, on sent bien que la plupart de ces tiers-lieux sont autour de ces transitions. Je pense au grenier à Castanet, qui met en place des ateliers zéro déchet, qui met en place des fresques du numérique, mais qui a aussi prévu un écrivain public, également des ateliers d'inclusion. Donc on est vraiment en phase avec le territoire et on va voir comment on peut l'accompagner avec ses ressources partagées, avec l'émergence des besoins, mais on est vraiment à l'aube sur le territoire de ces tiers-lieux. C'est beaucoup lié à des opportunités, la région qui finance, le département qui finance, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est né de communautés. C'est né de communautés de citoyens qui sont engagés. Le terreau naturel du Sicoval est beaucoup autour des transitions. On a des plans zéro déchet, on a des programmes énergie positive, on a très, très gros programmes avec l'ADEME. Donc il y a déjà naturellement cette envie de préserver un territoire à proximité de la métropole toulousaine. Et donc ces tiers-lieux, forcément, sont aussi engagés dans ces thématiques autour des différentes transitions que j'ai évoquées. Donc on voit toute la valeur ajoutée aussi d'une action de la collectivité à l'échelle locale pour faire du lien entre ces tiers-lieux, pour orienter, inciter aussi les porteurs de projets à intégrer certaines actions, certaines fonctionnalités pour atteindre ce but-là de la transition. Donc merci Anne-Claire pour cette intervention. Et tu l'as dit, il faut des soutiens pour ça aussi, des soutiens qui sont organisés à différents niveaux d'échelle territoriale. Tu as cité le département, le conseil régional aussi. C'est ma prochaine question aussi finalement. Je crois que ça a été un petit peu dit entre les lignes tout à l'heure. Jusqu'où on va dans ce soutien aux tiers-lieux aussi? On parle des freins et des leviers au développement des tiers-lieux pour répondre à certaines problématiques. Aujourd'hui, quels sont un peu, en termes de posture, de stratégie pour un conseil régional, voilà, ces freins et leviers, ces points d'attention à avoir? On sait que dans certaines régions, on finance énormément de tiers-lieux. J'ai entendu, on ne devait pas trop le dire sur cette table, mais ça m'a été dit un peu en discussion, en face à face, avec une phrase, je ne dirais pas qui l'a dit, mais que peut-être trop de tiers-lieux tue le tiers-lieu. C'est ce qu'on dit aussi souvent. Est-ce que ça peut représenter un risque? Alors, je donne la parole en premier peut-être à Anne, mais peut-être pas sur cette problématique, cette question précise, mais voilà, jusqu'où on va, jusqu'où on doit aller pour soutenir ces tiers-lieux, pour répondre correctement aux enjeux. On le sait, il y a aussi une problématique de rationalisation des moyens. Il y a tellement de porteurs de projets aujourd'hui, donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. Vous étiez parmi les premiers tiers-lieux, d'autres types de lieux vont émerger. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose auquel il faut faire attention pour être sûr que voilà, le tiers-lieu réponde bien, comme on essaie de faire au Sicoval, à des enjeux très précis, très ciblés sur des thématiques? Je sais que c'est une question un peu ouverte, il n'y a pas forcément de réponse aujourd'hui, mais voilà, en termes d'action, on sait que le conseil régional a un impact fort aussi sur le développement des tiers-lieux. Donc voilà, un peu une réponse ouverte même, ou pas de réponse, mais dans votre discours au conseil régional, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous appréhendez là cette avalanche de demandes de soutien aux tiers-lieux, et est-ce que vous arrivez quand même à faire en sorte qu'ils répondent aux enjeux des territoires? Alors effectivement, la région est très sollicitée sur le soutien aux tiers-lieux. Et effectivement, cette question, on se la pose aussi. Donc on a quand même des points de vigilance. Nous, on a vraiment cette approche maillage territorial que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers cette
ce soin apporté à est-ce que le territoire est déjà bien maillé, auquel cas est-ce que il n'y a pas déjà des complémentarités à avoir entre les tiers-lieux existants et est-ce qu'il faut en rajouter? C'est peut-être pas la vocation de la région d'accompagner un tiers-lieu supplémentaire si le territoire est bien doté. Donc on a aussi une analyse vraiment spatiale de maillage du territoire, voilà, cartographique et également mesurée en temps de trajet. Voilà. Après, il va falloir aussi cibler une aide. Voilà. La région peut aider, impulser, donc aider temporairement au fonctionnement du tiers-lieu pendant quelques années. L'objectif, c'est aussi que des modèles économiques se mettent en place et que voilà, ce ne soient pas des lieux qui soient entièrement perfusés aux subventions, mais qu'on accompagne jusqu'à ce que le modèle économique soit trouvé et l'équilibre soit fait. Et ce qui est important là aussi, c'est aussi d'avoir cette mise en réseau qui permet aussi d'avoir une vision territoriale. Donc mise en réseau qui, on parlait d'impulsion ou de descendant. La région avec l'agence ADOC a impulsé la mise en réseau des tiers-lieux, a fait un grand travail de plateformes, de plénières, de groupes de travail pour que ces tiers-lieux aussi se connaissent. À cette échelle, je pense que des complémentarités peuvent être trouvées. Et on voit bien que ce réseau, maintenant, il évolue aussi vers autre chose, peut-être plus centre pairs, mais on parlait d'impulsion. Des fois, c'est aussi les collectivités qui impulsent et les agences de développement économique. Super, mais c'est très intéressant, je trouve, en termes de contenu. On a là la composante du modèle économique, le fait de veiller au bon maillage du territoire, le fait de compter aussi sur l'intelligence collective et cette dimension communautaire entre pairs aussi. Voilà, et ça donne une vision sur la collectivité aussi, sur son approche qui est intéressante, qui n'est pas que justement, tu l'as dit, descendante, mais aussi soutenir ceux qui font aussi. Et ça, c'est très très intéressant. Je ne vais pas conclure cette table ronde. En fait, je ne vais pas le faire moi-même. On a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un dans l'assistance, parmi les participants et les intervenants. Il s'agit de Marc Lager, en fait, que j'ai missionné pour faire la conclusion. Qui de mieux que Marc Lager, qui a travaillé le sujet au CGET, à la DATAR, à l'époque, pour nous livrer un peu son analyse. Je vais tout de suite nettoyer ce micro. Et je vais lui céder ma place afin qu'il nous donne un peu son analyse. Est-ce que Marc, tu es prêt? Tu as pu prendre quelques notes de ce qu'on a pu dire. Et si c'est pour ouvrir un peu plus encore la réflexion, c'est bien entendu, on est preneur, bien entendu. Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse prendre ma place. Tu peux retirer ton masque et je vais te laisser finir cette table ronde en concluant donc pour une dizaine de minutes. Merci. Je salue les personnes que je n'ai pas vues tout à l'heure. J'ai pris des notes, mais je vais garder mon prompteur sous les yeux parce qu'effectivement, le débat est extrêmement riche et je sais que je vais oublier un certain nombre d'éléments. Moi, ce qui me semble important de faire ressortir à ce stade-là, c'est que en s'interrogeant tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu, tu as posé la question, savez-vous ce qu'est un tiers-lieu? Moi, je me garderais bien de lever le doigt en disant je sais ce que c'est qu'un tiers-lieu. Alors, je vais essayer de participer à cette aventure collective qui consiste peut-être pas à définir, mais à construire des tiers-lieux et à mettre en œuvre des démarches collectives qui permettent aux tiers-lieux d'avoir un effet positif. Cette question de l'effet positif, elle doit être un peu mieux caractérisée et notamment au travers des impacts, des effets. Nous, au niveau national, on est de plus en plus attentifs à la question de l'évaluation du rôle des tiers-lieux dans la société, aussi bien sur les questions d'aménagement du territoire, vous les avez évoquées, de qualité de vie, sur les questions, bien entendu, de cohésion des territoires, comment on veille à ce que tout le monde soit concerné. Les aspects relatifs, évidemment, à l'économie, à l'emploi, à la production sont très importants. Voilà. Donc, c'est en filigrane, vous avez évoqué tous ces éléments-là. Alors, je ne vais pas reprendre les interventions que vous avez faites les uns après les autres, mais juste souligner leur diversité et essayer de voir quels sont les dénominateurs communs
le PPCD, le plus petit commun dénominateur, qui peut éventuellement servir de support de définition. Il me semble que dans les éléments que vous avez évoqués, il y a à peu près toujours cette interrogation, comment faire autrement, comment faire différemment, comment faire ensemble, alors qu'aujourd'hui on a un petit peu de mal. Alors je vais utiliser deux ou trois exemples peut-être un petit peu critiques, ne m'en veuillez pas, parce que par exemple, j'admire beaucoup la voile, je suis marin, et sur un bateau, on passe son temps à optimiser le système en fonction des différentes variables. C'est un petit peu aussi ce qu'on fait sur un tiers-lieu. Alors je remarque que les marins français gagnent absolument toutes les courses en solitaire et ils n'en gagnent jamais aucune en équipe. Quand vous regardez la Coupe de l'Amérique, eh bien, depuis 130 ans, les Français ne sont jamais arrivés en finale. Jamais. Pourtant, ils ont mis quelques moyens. Alors, est-ce qu'il y a là un défaut du système éducatif où on privilégie la façon d'être le meilleur en classe, d'avoir la meilleure note, d'être le plus performant? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans notre système de sélection, les grandes écoles sont accessibles à ceux qui ont un QI différent. Alors, peut-être dans le tiers-lieu, on apprend ensemble, on se relève de ces échecs de façon communautaire. J'aime beaucoup, Enzo, ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire que si, comme le disait Sacha Guitry, l'expérience est une cicatrice et on se souvient de ces échecs, le fait d'être ensemble pour éviter qu'ils soient trop douloureux, pour anticiper un petit peu, pour connaître ce que l'autre peut nous apprendre au bon moment, au bon endroit, c'est un aspect, je pense, important. Alors, au bon endroit, au bon moment, c'est aussi une façon de définir le tiers-lieu. Et les Anglais l'ont abordé sous la notion de sérendipité ou de fortuité. Et effectivement, le tiers-lieu, c'est une façon, en dehors de l'habitation, en dehors du lieu de travail classique, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et donc, de voir ceux qui sont capables de nous apporter, d'identifier quelles sont les trajectoires communes, des liens de convergence pour construire un avenir un petit peu différent. Alors, cette fonction-là de construction d'un avenir différent, elle me semble aussi être au centre de la notion de tiers-lieu, parce que dans un contexte de crise sanitaire, dans un contexte de crise économique, qu'on oublie un peu, mais parce qu'il est masqué par la crise sanitaire, mais la crise économique, on la connaît aussi. Voilà, Le Monde d'hier titre Pourquoi la France recule. Les tiers-lieux permettent probablement de fournir un certain nombre de réponses. Je te garantis que je ne serai pas trop long. Oui, fournissent probablement un certain nombre de réponses, et notamment d'abord à des individus, c'est-à-dire comment fait-on face aux incertitudes, comment se repose-t-on un certain nombre de questions. Eh bien, il me semble que le tiers-lieu, de ce point de vue-là, c'est justement l'endroit où on peut remettre en cause un certain nombre de choses, aussi bien son propre itinéraire que sa relation avec le pouvoir. Et alors, je vais citer un ou deux exemples. Moi, un des premiers tiers-lieux que j'ai connus, c'était les maquis à Abidjan. Voilà, parce qu'à Abidjan, toute l'économie était conjoncturée, disait le président Houphouët-Boigny, par la hausse des prix du pétrole. Il y avait de gros problèmes d'accès à la richesse, et dans le maquis, eh bien, on discutait un petit peu contre le pouvoir. C'était évidemment une métaphore du maquis de la résistance. Je trouve que j'ai eu la possibilité de voir ce film de Rick Bénard qui s'appelle Délicieux. Eh bien, je trouve qu'on y raconte la création d'un tiers-lieu en 1786 à la suite d'un désaccord entre le cuisinier du château et le seigneur. Et le fait que le cuisinier se retrouve renvoyé et dans une situation de pauvreté extrême avec un savoir-faire important, eh bien, il y a toute une histoire autour de la reconstruction d'un avenir professionnel qui est celui en fait du restaurant en France. C'était un des premiers restaurants qui permettait d'améliorer ce qu'on proposait dans les relais de poste ou dans les auberges. Voilà, donc le tiers-lieu, c'est probablement un creuset de la réussite ou de certaines réussites, pas toujours, mais voilà, comment on peut a priori, à mon avis, à la suite de vos échanges, définir ce qu'on peut trouver dans les tiers-lieux. Alors, pour terminer, deux ou trois mots de ce qu'on fait à l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur le sujet. D'abord, on a bien noté avec nos collègues de France Tiers-Lieux qu'on avait bientôt 3000 tiers-lieux en France, sous des formes extrêmement différentes les unes des autres. Et nous avons essayé de soutenir la création de méta-tiers-lieux, donc de tiers-lieux qui viennent
en service aux autres tiers-lieux, et vous en avez cité certains, hein, le 100e singe, évidemment la Altropisme, Bouillon Cube, Fige-Acteur, qui était là l'année dernière, etc. L'Occitanie est la deuxième région de France en termes de réactivité sur ce sujet, devant l'Île-de-France, devant les Hauts-de-France ou le Grand Est, devant la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je pense que c'est important de montrer que le nombre de candidatures à notre appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, il est extrêmement important et il est de qualité, puisque quand je vous dis que vous êtes aux deuxième région de France, c'est aussi bien en termes de nombre de candidatures que de nombre de lauréats. Alors, cette démarche de méta-tiers-lieu, elle aura bientôt abouti dans sa première phase, la définition et l'identification de 300 fabriques de territoire, puisque ce soir à 23h59, c'est la date limite pour déposer les dossiers sur la vague 8, qui est l'ultime vague. Et bien entendu, il y a un volet 2.0 de ce programme. En quelques mots, je le présente. Il a été annoncé par le Premier ministre il y a à peu près 3 semaines en Normandie, avec 5 mesures importantes. La première consiste à mobiliser les services civiques et la deuxième à mobiliser des conseillers numériques sur ces tiers-lieux, globalement, hein, pas que sur les fabriques. La troisième mesure consiste à renforcer toutes les démarches de formation des agents, de construction de ces nouveaux métiers, avec des savoir-faire, avec des savoir-être aussi. Ça fait partie des éléments que vous avez mentionnés, qui sont assez nouveaux. La quatrième mesure concerne la création de réseaux régionaux. Alors, c'est le sujet de la table ronde suivante. Et compte tenu du fait que nous avons lancé un appel à projet sur ce sujet et que nous allons examiner des offres, je me garde, pour éviter des conflits d'intérêts, d'intervenir dans la table ronde à venir. Mais c'est un aspect très structurant de l'avenir des tiers-lieux. Et puis, il y a cette mesure qui est un peu plus apparente, parce qu'elle est dotée de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est les manufactures de proximité. Les manufactures de proximité sont des tiers-lieux particulièrement orientés vers les entreprises, vers l'entrepreneuriat. Ce sont, je veux dire, des tiers-lieux industrieux qui auront principalement 3 caractéristiques. La première consiste à essayer de relocaliser de l'emploi en France. La deuxième consiste à valoriser des friches, des bâtiments, ou en tout cas des supports de production dont la propriété sera déjà avérée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de trop loin pour répondre à cet appel à projet. Il faut déjà avoir une maîtrise du foncier, quel que soit le statut juridique de cette maîtrise. Et puis le troisième élément, c'est évidemment celui de pouvoir partager ses ressources. C'est ce que vous avez déjà commencé à faire avec les Fab Labs. Et ça sera un critère principal d'appréciation. Voilà pour cette conclusion. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup, Marc. On a pris de la hauteur. C'est vrai que ça paraît être technique, hein, le tiers-lieu, mais en vrai, derrière, il y a toute une série de notions qui nous rappellent voilà, qu'on peut être maître ensemble, en tout cas, de notre destin, sur la réinvention hein, des manières de faire, de travailler, de vivre les territoires. On arrive à la fin de cette table ronde, donc je vais vous remercier. Sincèrement, le contenu a été extrêmement riche, extrêmement intéressant. On se retrouve justement sur la table ronde suivante, sur ces différents niveaux de réseau et de dispositifs d'appui au tiers-lieu en région. Encore merci. Et